le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse? Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un très bon raconteur de très très bonnes histoires, en la personne de Areski Sugar. Bonjour Areski. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Alors on a aussi avec nous Marion Monin qui écrit We Love Comedy Magazine. Bonjour. Alors n'hésite pas à intervenir quand tu veux pour poser des questions qui sont souvent pertinentes, il faut le dire. Et déjà... Pour commencer, comment on pourrait te présenter aux auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas ton parcours et ta légende? Ma légende, carrément. Faut que je fasse ma biographie. Écoutez, né sur les hautes terres de Kabylie. Dans les montagnes du Jojora. Ouais, exactement. Écoutez, je pense que le truc intéressant à dire, c'est que j'étais dentiste avant d'être stand-upper. Et maintenant, voilà, je fais du stand-up, je fais des podcasts et je suis auteur également humoristique. Voilà. Auteur humoristique, d'accord. Yes. Alors, tu as deux actualités en ce moment. Donc, tu as ton spectacle Presque Humain à la Petite Loge. Yes. Et aussi, tu as deux podcasts en cours, donc dispo sur toutes les plateformes. Donc, tu as Sugar Free qui est ton propre podcast. Yeah, absolument. Et tu as aussi Dernier podcast avant la fin du monde, Yes. que tu co-animes avec Kenny Vago. Absolument, ouais, L'homme c'est ça. qui co-anime aussi le Labo du Rire avec Alex Dimambro. Tout à fait. Big Quelqu'un up à eux. de connu par tous les néo-humoristes, du coup. Pareil. Alors, juste pour commencer, on va faire une petite anecdote. En fait, on a googlisé ton nom parce que forcément, quand on prépare un podcast, il faut qu'on se renseigne un peu sur la personne. C'est le minimum. C'est le minimum. Qui êtes-vous Alors, tu tombes sur quoi, du coup? Parce que je suis pas un gars qui se Google beaucoup, je t'avoue. Bah, nous, t'as googlisé et le premier truc qui apparaît à droite quand tu tapes sur Google, Oui, putain. c'est la fiche Google Business de ton cabinet et il y a marqué fermé temporairement. Donc, Dr Sugar. Et objectivement, on peut voir que t'as quand même des bons avis, quoi. T'as 4,7 sur 38 avis. Sauf qu'il y a quelqu'un qui avait quand même qui avait fait un mauvais avis parce qu'apparemment tu l'avais pas prévenu que le rendez-vous était décalé, je sais pas quoi. C'est plein de ton Ça, assistante. c'est une erreur de ma secrétaire, ok? C'est pas moi. Mais apparemment tu maniais très bien la fraise et d'ailleurs Marion est passée par tes services. Et donc, t'as arrêté alors, apparemment. J'ai arrêté, ouais. J'ai arrêté là depuis, ça fait quoi? 7 mois que j'ai arrêté et que est-ce que non, ça me manque pas du tout. Je t'avoue que D'accord. je vis bien mieux là, à me réveiller et à penser juste blague ou fiction ou choses comme ça, ouais. T'avais commencé, ton activité il y a combien de temps? Putain, ça fait 10 ans maintenant, je crois que je suis un vieux dentiste, T'as vraiment arrêté, quoi. Et là, j'ai vraiment arrêté, ouais. Donc, Mais tu sais, les dentistes, ça bosse que genre 3-4 jours par semaine, donc c'est pas non plus, tu vois, entre 3 jours et 0 jours. Pourquoi 3-4 jours? Très vite. Il se passe quoi les autres jours? Vous faites donner des cours ou... Non, c'est que moi, je mets golf. beaucoup de... Ouais, voilà, faut faire du golf, faut jouer au bridge et tout. du polo quand t'es un peu plus osé? Non, moi, je mets beaucoup de valeur à mon temps libre. Et en fait, si je peux gagner ma vie, et là, je vais donner envie à tout le monde de devenir dentiste, si en 3 jours, je peux gagner ma vie, payer mon loyer, me payer des restos et quelques voyages un petit peu dans une année, et quand même avoir le reste du temps de libre, je choisis de faire ça, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, c'est un peu le proverbe, faire un métier qui te plaît et t'auras pas l'impression de travailler. Tout. Ouais, non, je sais pas si c'est ça, parce que du coup, t'as voulu faire. ça me t'as voulu plaisait arrêter. pas assez pour... Oui, voilà, Oui, j'ai justement. quand même arrêté. Ouais, donc c'est pour ça que t'as voulu arrêter. Ça, on va y revenir plus tard. Marion, t'avais une petite question? Oui, comment ça se passait du coup, parce que tu étais dentiste et après t'allais sur les plateaux du coup le soir. Ouais. Comment t'es arrivé justement à organiser tout ça? Si j'avais par exemple des nouvelles blagues à tester, j'écrivais ça entre midi et 2 ou dès qu'il y avait un petit spot de libre dans ma journée. Ouais. Et ensuite, je courais entre la fin de mon dernier rendez-vous et le plateau dans lequel j'arrivais. Et en fait, je faisais fonctionner tout ça. C'est marrant parce que je revois ma vie d'avant quand j'étais que dentiste. Et je me disais, mais qu'est-ce que je foutais en fait de ma vie, tu vois? Parce que D'accord. entre dentiste, podcasteur, humoriste, en fait, je faisais quand même tout ça pendant que j'étais dentiste ces dernières années. Et ça fonctionnait quand même. Alors, ok. Et il y a aussi une petite partie sur ton chat qui s'appelle Akab. Alors, Ouais. est-ce que c'est par rapport Capitaine Akab. Capitaine Akab, donc de Moby Dick, c'est ça? Alors, je t'explique. Moi, je voulais l'appeler ACAB, donc All Cops Are Bastards. Voilà. Donc vraiment, on C'est parle une du devise tag de- militant. Anarchiste. Et voilà. Ma meuf m'a dit, ouais, c'est peut-être trop en vrai, à chaque fois que quelqu'un veut dire comment il s'appelle votre chat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai dit, bon, si on rajoute capitaine, ça peut faire comme le personnage de Moby Dick. Oui. Donc, les gens poseront moins de questions, mais en vrai, c'est partir de là.
Donc dans ma tête, mon chat, il est dans la police des polices. Ouais, il se fait Il contrôler s'appelle souvent. Capitaine Akam. C'est un bœuf carotte. Ouais, exactement. Alors, on va revenir un peu sur ta biographie déjà. Donc t'es né en Algérie. Yes. Donc, où ça en Algérie? À Tizi Ouzou. Donc, en Kabylie. Ouais, absolument. Et donc, t'es resté jusqu'à 9 ans en Algérie. Ouais. Et donc, je suppose que par rapport à ton âge, t'as connu une période pas facile. C'est les années noires. Ouais. La guerre civile qui a duré plusieurs années. Je veux savoir déjà, c'est quoi tes souvenirs par rapport à cette période? C'est vraiment, c'est pas des souvenirs, j'allais dire, traumatisants, dans le sens où, en fait, c'était la norme quand on était là-bas. Donc, comme tout le monde. Par exemple, j'ai des souvenirs de il y a eu un faux barrage à tel endroit. Donc un faux barrage, c'est des endroits où en gros des islamistes pouvaient se faire passer pour des gendarmes et égorger des gens, quoi. Et donc il y avait des amis de ma famille, etc., qui ont été tués par des islamistes, etc. Donc en fait, quand t'es gosse, tout ce qui arrive autour de toi, tu te dis c'est normal pour tout le monde, en fait. Donc il y a que vraiment après un bon bout de temps, après être arrivé en France, où je me suis dit, mais t'as vécu des années où c'était pas normal, en fait. Les gens n'ont pas vécu de gens qui se sont mitraillés devant chez toi ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc moi, à l'époque, quand je vivais ça, c'était juste, c'était ce que vivaient tous les gens autour de moi. En tant qu'humoriste, chacun cherche son clown, comme on dit. Est-ce qu'il y a une partie de ton clown qui vient un peu de là aussi, ce côté j'évacue un peu, je regarde de l'extérieur, je vois de loin des choses graves, j'analyse. Peut-être. En fait, je pense que c'est peut-être une généralisation un peu facile, mais les Algériens sont très drôles, en fait. Parce que je pense qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point il y a un truc de vivre plein de trucs un peu traumatisants, et vraiment, quand vous vivez là-bas, je trouve qu'il y a plein de gens, ils ont des punchlines, mais ils sont pas humoristes, ils sont juste mécaniciens, quoi. Et en fait, ils ont des punchlines sur ce qui se passe d'horrible autour d'eux, et il y a vachement ce truc de recul. Donc effectivement, peut-être que ça vient de là. Alors, ça vient des événements, de ma façon de l'avoir vécu et de ma famille, mais peut-être qu'il y a un substrat. C'est le seul parce truc. que t'as un humour d'observation, Ouais. quoi. Donc j'ai l'impression que tu es un témoin de ce qui se passe. Ouais. Tu essaies de décortiquer, mais en trouvant une blague à la fin. Bien sûr. Et je pense que le fait d'être immigré aussi, ça aide beaucoup à prendre ce recul, parce qu'en fait, tu vois, je suis dans la merde, entre guillemets, mais ensuite je m'extrais de la merde. Du coup, en fait, je suis un extraterrestre partout. Donc je peux regarder un peu de manière très détachée tous les fonctionnements différents. Donc ça, pour moi, en tout cas pour mon humour, c'est vrai que ça aide pas mal mon Et au stand-up. niveau des souvenirs, des lumières, du décor, je veux dire, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la Kabylie en général? Qu'est-ce que ça évoque? Pas mal de juste, je sais, courir dans des endroits où il y avait des oranges. C'est genre très, ça fait très le gars qui décrit un truc sur Arte, tu sais, les dates, l'huile d'olive. Non, je veux dire, Courir dans des orangerais. T'as des souvenirs assez marquants. Mais oui, en vrai, de passées, ça et de bizarrement, bizarrement pour les gens qui connaissent pas, mais de neige, parce que moi je suis de Kabylie, du coup, en fait, on pouvait passer des moments dans la montagne où il y avait de la neige, et donc voilà, et puis des souvenirs de moi, c'est des vacances dans ma tête, hein. C'est la neige dans les montagnes et la plage à Tixirt, voilà, et c'est tout. Et c'est tes premiers souvenirs humoristiques qui remontent à quand? à part le mécanicien qui faisait des vannes. En tant que spectateur? Non, est-ce que ça vient de ta famille? Ça vient de quelque chose que tu as dû voir à la télé? Bah, pour le coup, aussi, tu vois, à part le mécanicien, mais en vrai, mon oncle a été mécanicien, mais justement, j'ai pas mal, oui, mais en fait, j'ai pas mal d'oncles et... D'accord. Non, mais dans ma famille, ça rigolait quand même. C'est-à-dire que tout ce qui était parents, oncles, quand c'était laissé ensemble, quand t'étais petit et que t'étais un peu au milieu des adultes, ça rigolait. Ça rigolait, et surtout, et ça vannait, en fait, mais pas vannait comme, on pourrait dire, parce que j'entends beaucoup de gens qui parlaient de leur enfance où, genre, ça se vannait pour se mettre des petites piques, des petites tacles entre eux. C'était pas ça, c'était vraiment des vannes sur la situation. Donc c'est pour ça que ça vient très facilement de là, moi, parler de la situation, qu'elle soit politique, religieuse ou ce que tu veux, et d'en parler et de trouver le bon angle, la bonne vanne à dire. Donc c'est vrai que c'était assez... je suis en train de faire ma psychanalyse avec vous. Non, mais t'inquiète, on te prendra pas 75 € dans une heure. Et est-ce qu'il y a des vannes, justement, une ou deux vannes qui t'ont marqué
de manière spécifique qui t'ont... Non, je pense à l'époque, non, pas encore, je pense. Non, je pourrais pas redire quelque chose. Félag, tu le connaissais un peu déjà? Ben, en fait, Félag, c'est un ami d'enfance de mon père. Ah. Du coup, je me souviens l'avoir vu. On va présenter Félag Oui. aux auditeurs. Vas-y, Mousse. Tu veux le présenter? Vas-y, Areski. Non. Ah ben, vas-y, je t'en supplie. D'accord, c'est un humoriste algérien qui a exercé dans les années 80, 90, 2000. En Algérie un peu, et puis après beaucoup en France, beaucoup en français. Et qui avait une poésie dans sa façon de parler. C'est-à-dire Ouais. qu'il était un humoriste poète. Ouais. Et beaucoup de lyrisme, beaucoup de... Voilà, beaucoup de... C'était comme quelqu'un qui rêvait tout haut, quoi, Ouais. quand il parlait. Et il s'adressait à l'inconscient des gens. Ouais. C'est ce dont j'avais l'impression. Ouais, absolument, qui était caractérisé par, tu sais, l'effort, tu sais, d'une diction parfaite, que ce soit en français ou d'ailleurs en kabyle à l'époque, tout ça. Et moi, je me souviens de l'avoir vu à Tizi Ouzou, c'est-à-dire que je l'ai vu en spectacle. Bon, après, je comprenais pas grand-chose parce que j'étais petit. D'accord. Voilà, mais je me souviens qu'il faisait du mi-kabyle, mi-français. Et ici, du coup, en France, je l'ai revu 2-3 fois en spectacle. Ah, donc c'est quelqu'un que tu connais Que je connais pas après, connais pas en vrai, beaucoup, tu vois. Genre, j'ai été présenté que D'accord. récemment par mon père dans les backstage Ah, en disant « Ah, il a commencé à faire du stand-up. » Et il m'a dit « Eh ben, bonne chance. Et donc, t'as dit ça tu, Et tu l'as pas invité à la petite loge? » Pas encore, mais tu sais quoi, il faudrait, en fait. Il faudrait t'as que... échangé un peu avec lui? Franchement, Pas pas vraiment, non. T'aimerais Pas bien, je veux dire, disons je sais pas, c'est une filiation, mais il y a quand même un... Disons que maintenant, peut-être, je me ressens un peu plus une légitimité maintenant que j'ai l'impression que je suis un peu drôle. Je ressens peut-être un peu plus une légitimité à me dire, tiens, tu sais quoi, peut-être je vais enverrai un mail pour qu'on échange un peu sur ça. Ouais, faire un interview dans ton podcast ou ça peut être... Putain, les gars, vous avez de trop bonnes idées. Ouais, allez, je fais ça. Alors ouais, ça serait bien de le revoir, Félag, ça fait longtemps que je l'ai pas vu à l'affiche. On devrait même là faire une émission avec lui Ouais, et toi. écoute, ouais, ça Ouais, serait mais il bien. était produit, je crois, par le comte de Boudarbala ces dernières années. Je sais pas, ouais. Après, voilà. Et alors, donc ensuite, à 9 ans, t'arrives en France. Yes. Et pourquoi Toulouse? Alors, à la base, c'est Albi, donc c'est une Ah, petite Albi, ville à d'accord, côté de ça- Toulouse. d'accord. Alors, c'est très simple, et je pense que c'est la réponse de quasiment tous les immigrés, c'est le cousin dit bien. qui est là-bas, en fait, qui vit déjà là-bas. Du coup, voilà. Du coup, Comment t'arrives là-bas? Enfin, quand t'arrives là-bas, c'est quoi le choc? Comment j'étais déjà venu en France en vacances quand j'étais petit. Ouais. Et pour moi, la France, c'était un peu le pays paradis. Enfin, on savait qu'il y avait plus de choses. Tu vois, et du coup, pour un enfant, plus de choses égale toujours bien. Tu vois, t'as pas le recul pour dire les cultures sont différentes. Moi, j'étais en mode toute la télé que je regardais là-bas, c'était Canal+. Donc pour moi, ça passait très bien d'être ici, tu vois. Et le choc, ouais, non, je sais pas, non. T'as pas eu tout le déracinement? Ouais. Ou alors j'ai pas eu le temps. Et après, tu vois, c'est pareil aussi quand t'as des parents d'immigrés où tu te disent l'important c'est juste d'avoir des bonnes notes. T'as pas le temps de te poser des questions, de déraciner mon cul, tout ça. C'est juste t'arrives. Ouais, non. T'arrives, t'es premier de la classe où tu fermes ta gueule. Ah, c'est ce qu'ils t'ont dit direct. Les parents ont dit faut que les Ah, ramènes les bonnes notes. ils m'ont pas dit ça, mais tu le sais qu'il faut délivrer quoi. Ouais, c'est ça. Donc parcours scolaire brillant, j'imagine. T'as dû faire bac S si t'as fait médecine. Ouais. Et donc pour toi, là, ta vocation première, c'était être dans la médecine. En fait, moi, j'ai toujours été attiré par la science ou des choses comme ça. Ok, peut-être on va atteindre des trucs un peu de mi-racisme ou des choses comme ça, mais j'aurais tout me destiné normalement à faire des trucs comme prépa et peut-être plutôt aller vers des boulots d'ingénieur ou des choses comme ça. Mais il y a une phrase quand même de mes parents qui est restée toujours un petit peu en tête, qui était le fait que quand t'es docteur en médecine, médecine, dentaire, ce que tu veux, t'as jamais à montrer ton CV à quelqu'un. Donc personne ne peut te discriminer en disant « Ah, le gars il s'appelle Areski Sugar, ça vient d'où ?» etc. Parce que t'es docteur, personne peut enlever ton titre de docteur et du coup tu vas bosser. Ce qui est toujours le cas en France parce qu'on est en pénurie de médecins, de dentistes, etc. Et donc probablement que, je sais pas ce qui s'est passé un peu dans ma vie, je pense que j'en avais marre un peu parce que l'école ça a toujours été très stressant pour moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas aller en prépa, je vais faire médecine parce que médecine c'est la fac et la fac tout le monde en rentre et on verra bien où est-ce que ça me mène et ça m'a mené en dentaire. D'accord. Et comment la médecine alors? Quand t'es arrivé, l'environnement, c'était... La première année, c'est bizarre parce que la première année, tu sais, c'est un concours. Du coup, t'as 1000 personnes
dans ta promo. Et c'est là que j'ai été confronté à comment dirais-je, au peuple normal de France. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Dès que je suis arrivé à Albi, je me suis créé un peu un groupe de potes qui est toujours mon groupe de potes d'aujourd'hui. Et c'est que des gens que je trouve, salut les gars et les meufs, que des gens que je trouve très cool et intelligents et tout. Et en fait, c'est pas pour dire que le reste du monde, ils sont cons, mais et quand t'arrives sur un échantillon de 1000 personnes après, tu vois des gens qui arrivent de partout et tu te rends compte qu'il y a des gens qui pensent totalement différemment. Alors à la limite, différemment, bien, c'est cool, parce que t'as de nouveaux angles de vue, mais différemment, codement, c'est très intéressant parce que tu te dis genre, mais jamais je m'attendais à avoir une personne qui pense comme ça. À l'époque, tu étais déjà en train de faire des vannes, des blagues, tu étais déjà un tout peu le temps. Je pourrais pas dire que j'étais le gars marrant de mon groupe, parce que là aussi, dans mon groupe d'amis, c'est toujours des vannes entre nous. D'accord. Donc, je pourrais pas dire, mais à un certain moment, c'est juste, j'ai continué. C'est quoi, tu racontais des histoires, tu partais sur des... Non, en fait, je crois que je faisais ce que je faisais, c'est-à-dire des analyses sur ce qui se passe en ce moment, ou des concepts en général, et je fais genre, mais c'est pas bizarre qu'il se passe ceci, et c'est pas bizarre que la politique ce soit comme ça, ou c'est pas bizarre, et du coup, c'est comme ça que naissent les vannes au final. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que quand t'écris, ça commence toujours par une réflexion que tu fais à un pote, c'est que tu fais genre, hey, il y a peut-être un 5 minutes, ouais, c'est ça. Le truc de Seinfeld, un peu, tu sais, le truc de genre, what's the deal? J'allais venir sur Seinfeld, en fait, c'est pour ça. Alors, juste avant Seinfeld, en médecine, ce qu'on appelle un humour carabin, c'est ça? Ouais, est-ce que ça a été confronté à cet humour bizarre? Un peu grivois, un peu... ouais, c'était la première année, en fait, quand t'arrives, tu sais, il y a des chants carabins, où t'as 500 personnes, parce que si on était divisé en deux, 500 personnes qui chantent des trucs genre lundi, j'ai besoin de levrette, tu vois. Et du coup, t'es là. Attends, reviens là-dessus. Explique-nous le contexte. 500 personnes. Avant la culture, dans un amphi, t'es dans un amphi, si le prof, il est pas là. Il a pas démarré. Le prof est pas encore là, ou même, tu sais quoi, jusqu'à ce que le prof ait activé son micro, ça chante ça, en fait. C'est à ce point, tu vois, vraiment, vous comprenez pas, c'est comme ça, en fait. Mais ça vient d'où, d'après toi? Comment ça arrivait, ça? Comment ça? Écoute, figure-toi que je me suis pas trop renseigné sur la culture des carabins, etc. Après, tu sais, c'est un truc un peu juste beauf. On pourrait dire genre oui, ça vient de la nécessité de décompresser. C'est quoi, parce c'est que un genre de boys club, c'est-à-dire un truc entre gars. Ouais, je pense que c'est quand même plus ça qu'autre chose, parce que tu vois le truc de décompresser parce que oui, c'est un concours, etc. Tu sais, il y a plein d'autres endroits où tu passes un concours et tu fais quand même ta gueule. Donc ouais, mais c'est vrai que les soirées médecine sont réputées pour être très arrosées. Oui, après ça, je vais pas dire des choses mauvaises là-dessus, parce que si tu fais une soirée, autant qu'il y ait beaucoup d'alcool. Oui. Donc oui, les soirées médecine, c'est cool. mais après, dans les amphis, écoute, je sais pas. Moi, j'étais là. Au bout d'un moment, c'est genre, ça me permet juste d'avoir cette espèce d'anecdote et de te dire, ok, vous pensez que c'est quelque chose de normal à faire, d'accord, je suis chez vous, d'accord. Et du coup, là, la vocation de stand-upper, elle apparaît quand dans le parcours? C'est pendant ta fac de médecine? Non, même si... T'as commencé à écrire des... Enfin, même l'idée, au-delà de vocation, l'idée de faire de l'humour, en gros, quoi. C'est à quel moment que ça... En fait, je me suis retrouvé un peu à devoir être rédacteur en chef du journal de la fac. Et donc, je faisais des vannes dedans. Mais des vannes écrites. Ça s'appelait comment, cette gazette? Ça s'appelait L'Amalgame. Voilà. Et qui est un matériau qu'on utilisait dans les dents avant. Oui. C'était lu par beaucoup de monde? C'était lu par toute la fac. Donc la fac dentaire, c'est, je sais pas, 700, 800 personnes, un truc comme ça. Ah oui. Et en général, tu sais, on en distribue aussi aux dentistes de la région, en gros, plus ou moins. Donc je pouvais effectivement mettre des vannes dans ça. Il y avait un autre truc que je faisais, c'est que j'étais responsable avec un pote du ciné-club. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un côté où j'étais en fac dentaire, mais c'est vrai que mes hobbies, c'était beaucoup l'art quand même. Oui. C'était beaucoup dans le... T'étais très intello par rapport à la masse? Oh non, non, il y avait quand même des gens tu veux dire intello Dans le sens où je pense que quand t'es en médecine, les gens sont dans un tel rythme de révision qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'évaluer. Alors, peut-être que c'est vrai en médecine, mais en dentaire...
Le gars qui crache sur sa profession, tu sais. Moi, franchement, j'ai cruisé, j'étais tranquille, hein, et j'étais pas le seul. Il n'y a pas le côté chirurgien, c'est-à-dire un métier manuel où il faut être concentré. Oui, non, il y avait des TP et des cours théoriques, du coup, pour faire ça. Non, il faut être concentré, mais bon. C'est quoi les TP quand t'es aimé parce que quand je suppose que tu commences dentaire, on va pas te faire tout de suite des. T'as ce qu'on trucs appelle trop techniques. ce qu'on appelle des fantômes, c'est-à-dire qu'en gros, t'as des modèles de têtes humaines mais en plastique. Oh, ouais. Où tu fais les soins que tu es censé faire après. Mais et je te le dis, hein, quoi qu'il arrive, le premier patient que t'as en vrai, tu te sens quand même pas préparé. C'est quoi Et le premier truc que quand t'as fait? Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une... Putain, en plus, j'ai commencé bizarre. C'est très bizarre, hein, mais j'ai commencé très durement parce qu'en fait, j'ai dû enlever une dent de sagesse à quelqu'un. Et du coup, t'es là, tu fais genre, bon... En tu anesthésie. sais, bon, bah, je vais faire une anesthésie. Et tu sais, tu décris les trucs et t'as le prof qui passe que parfois. Tu sais, jamais vous vous rendez compte que c'est la première fois que j'ai un être humain avec moi. C'était un cobaye, la personne qui... Non, c'est des gens, tu sais, qui viennent se faire soigner à la fac parce que ça coûte moins cher et que bon, c'est vrai que tout est chapeauté par des profs, donc t'es sûr d'avoir en général quand même la... C'est surveillé, quoi. Ouais. Mais c'est un stagiaire, quoi, qui arrive et t'es en 4e année. Jusqu'à présent, t'as fait que des choses sur du plastique ou des mâchoires de porc ou des trucs comme ça. Et là, t'arrives et c'est des vrais humains, quoi. Et ils savent pas que tu touches quelqu'un pour la première fois comme ça. D'ailleurs, et surtout, tu dois faire semblant que c'est pas la première fois parce que sinon le mec la meuf elle flippe de ouf. Ouais. Et ça s'était bien passé? Non, ça s'est bien. Moi, j'ai eu du bol en fait parce que bizarrement a posteriori, j'ai commencé par des trucs très durs. Du coup, après toutes les choses qui se sont passées, j'ai fait genre mais ce sera pas pire que ce qui s'est passé pour mon premier truc. Donc je pense que tu mens comme un arracheur de dents. Ça veut cette expression. Pas tant que ça. En vrai. Tu parlais du ciné-club. Qu'est-ce qui passait comme film? Marathon Man? Marathon Man, The Dentist. Non, c'est vrai qu'on avait passé des trucs comme ça. Et après, on passait ça, des c'est films. le genre de TD, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour que vous appreniez plus sur les Marathon dentistes. Man, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une histoire de dentiste. Oui. Voilà. De Donc, allez voir ce film. Il est très drôle. Ça, là, tu mens comme un arracheur de dents. Ah ouais. Non, mais ouais, j'aimais bien passer des films qui étaient pas trop connus et qui. Toi qui décidais avec ton collègue. Ouais, avec mon pote, on décidait, tu sais, je voyais des trucs, genre, enfin, putain, mais allez, regardez ces films, des films comme genre Booba Hotep, génial. Je vous dis juste que ça parle du fait que Kennedy n'est pas mort, Elvis n'est pas mort, et ils sont tous les deux dans une maison de retraite. aux États-Unis et ils doivent se battre contre une momie. Ah, c'est des films un peu nanars, quoi. Et, non, mais en fait, il est pas fait comme un nanar. C'est-à-dire que le film, il est trop beau. C'est-à-dire, c'est un film, tu te dis, genre, il y a du budget, quoi. Ouais. Et en fait, c'est trop bien parce que ce film, sous couvert de ce que je viens de raconter comme synopsis, ça parle trop de la vieillesse et de comment on abandonne nos vieux dans des EHPAD et que on s'en fout d'eux, etc. Et c'est vraiment, et tu vois, c'est ce genre de film où je me dis, bon, vous les retrouverez pas sur TF1, mais ça vaut le coup de les regarder. Donc ça, tu recommandes et et alors apparemment tu étais un roi du piratage, c'est ça, Marion? Est-ce que t'avais soulevé une question par rapport à ça? Oui, t'avais piraté tout Canal 7 pour regarder Seinfeld. Ouais. Bon, après, comment on fait pour pirater Canal 7? Tu sais, il y avait... alors, tu prenais un décodeur sans marque, tu sais, des décodeurs satellites, là, et tu pouvais acheter un lecteur et graveur de carte à puce que tu branchais à ton ordinateur. Il n'y avait même pas de port USB à l'époque, c'était des ports, tu sais, avec des pics et tout. Et du coup, tu pouvais encoder sur ta carte les décryptions de Canal+ et CanalSat et tout. En vrai, ça se faisait pas mal, mais en général, c'est des gens qui allaient voir, tu sais, dans des boîtes d'électronique et qui disaient aux gens, y a moyen que vous piratiez CanalSat. Mais moi, je le faisais moi-même à la maison. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Donc, tu voyais Seinfeld sur Canal Jimmy? Exact. Non, c'était comment à l'époque? Je pense que c'était Canal+, même si je regardais aussi pas mal Canal Jimmy. Et ouais, du coup, j'ai pu avoir pas mal de... En VF, tu voyais ou... Non, en VO. C'était en VO. Et justement... Canal Jimmy mettait en VO, mais à l'époque, Canal+ mettait en VF. Ouais, mais je choisissais toujours tu sais, c'était la version modulable, tu pouvais choisir la VO. Tu pouvais choisir déjà. Et tu regardais en VO et d'ailleurs, j'ai fait des progrès de ouf en
en anglais parce que à partir de là, je regardais que de la VO, tout simplement. Et qu'est-ce que t'aimais en particulier dans cette série? Je pense que j'aimais beaucoup les portions de stand-up déjà Oui. au début et à la fin. Et en fait, j'aimais beaucoup le fait que les personnages se prennent la tête sur rien. On dit souvent c'est it's a show about nothing, et c'est vrai, et j'adore en fait ça. J'adore pouvoir prendre un rien de la vie quotidienne et tu sais, tu l'étires et tu vois les conséquences de ce rien dans comment tu penses, comment un autre personnage pense, etc. Et j'aime beaucoup ça en fait. Un comique d'observation. Ouais, toute de sa splendeur. Seinfeld, ouais, carrément. Mais t'as piraté CanalSat pour revoir Seinfeld ou c'est. Arrêtez de redire ça, ils vont me demander de l'argent maintenant. Il y a prescription maintenant. Mais c'est par rapport à Seinfeld que t'as piraté ou c'est avant que. Non, c'est sur le tas en voyant les séries que t'es tombé là-dessus. Non, je pense que c'est un peu sur le tas. Ouais. Ouais. J'ai pas, c'est pas le truc qui m'a motivé pour Ouais. pirater. Même Ça si ça a part pu me motiver dans l'ensemble, en gros. Mais ouais. Et donc là, tu découvres un peu le stand-up, tu connaissais déjà? Avec la Non, série. c'est grâce à Seinfeld que je découvre le stand-up, parce que tu sais, nous, quand tu regardais la télé avant, il y avait du Eli Kaku, enfin, c'était plus des sketchs. Ouais, les one man show. Donc, ouais, voilà. Il y avait des gens qui avaient un humour qui pouvait ressembler à du stand-up, mais le fait de parler directement au public de la façon dont parlait Jerry Seinfeld, c'était nouveau pour moi en tout cas. Qu'est-ce que ça a fait dans la tête? C'est quoi? C'était un genre de... Dans ma tête, Comme c'était subjugué, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, c'est un truc à faire. Une révélation. En fait, ce que j'aimais, c'était le débit des blagues et l'efficacité des blagues. C'est-à-dire qu'on mettait pas d'apparat, j'étais pas en train de mettre une perruque, et c'était vraiment pour le temps passé que je regarde ce mec-là, j'ai plein de blagues et plein de pensées que j'aurais jamais eues différemment. Et c'était ça, en fait. C'était l'afflux intéressant de plein de choses comme ça où je me disais, ça, c'est vraiment très cool. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder d'autres. Donc un humour efficient. Exactement, ouais. Et donc, pardon, entre ça et la première scène, il y a quoi comme timing entre les deux? Oula, du coup, on est dans 16 ans de différence, je sais pas, Ah, ouais. autant que ça Enfin, ouais, C'est parce que que le temps que ça mature. j'étais vraiment petit quand j'ai regardé ça, donc je sais pas, D'accord. j'avais 11 ans, un truc comme ça. Ouais, parce donc que c'est c'était pas- années 90, oui, d'accord. années 90. Ah non, Ah, ok. pour CanalSat et tout, j'étais encore, j'étais au collège, Mais quoi. déjà, Après- à l'époque, t'avais repéré le stand-up. Ça. à ce Oui, moment-là, c'était au stand-up, ouais, le stand-up, c'était quand j'étais au D'accord. collège, ouais. Donc c'est en quelle année que tu rentres en fac de médecine? Je sais pas, quand j'avais 17 ans. 17 ans, d'accord. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du stand-up, c'est beaucoup plus tard, c'était il y a 5 ans et demi maintenant. Donc, entre. quoi. En gros, ta formation de stand-upper, elle arrive à quel moment? À quel moment tu commences à travailler ça, à regarder beaucoup de stand-up Alors, je regardais énormément de stand-up quand j'étais petit. Et tu Quand j'étais consommais petit, j'ai comment, continué, c'est-à-dire juste après Seinfeld, je téléchargeais des trucs sur Alors Internet. justement, ça se passait quand? Parce qu'à l'époque, je pense que c'était la DSL. Même pas, ouais, si, ouais, genre le C'était une 512 galère à trouver. Attends, ouais. attends. T'as piraté à quel âge? Non, il a pas piraté, il s'est 11 ans, il a emprunté. attends, ça. À 11 ans, tu commençais déjà à faire du piratage? Ouais, je pense. Mais c'est rare. Mais, comment ça se fait? Écoutez, ça va même jusqu'à. non, Je mais- piratais même des ordinateurs, mais on en parlera plus tard. C'est toi qui as arrêté la FBI comme dans les films. Non, mais Les en mecs qui vrai, tapent sur un en vrai, ordinateur. c'était facile. Tu regardais, il y avait des sites qui Facile. t'expliquaient. Non, quoi. c'est pas facile. Arrête. Franchement, il y avait des sites qui t'expliquaient. C'est pas. Oui, j'étais parce pas un qu'il y avait génie, pas quoi beaucoup que à ce soit. comprendre. Non, il y avait des, en fait, il y avait des astuces, c'est que par exemple pour Canal+, c'est vraiment fallait acheter une À carte 11 ans, TV on que veut tu jouer au mettais sur. foot, on veut pas Il y avait pirater des Vous voulez que je vous garages. explique Oui, de toute façon maintenant il y a prescription. En fait, David, il est en train de dire non, parce que là, j'en peux plus. Ça coûte 40 € par mois. Bah oui. Non, parce que maintenant c'est facile, t'as l'IPTV, tu peux acheter mais à des comment, à gens ce des moment-là, cartes. tu dis, ouais, tiens, je vais le faire. Sauf qu'à l'époque où tu fais ça, c'est moins accessible. Enfin, je sais que par exemple pour Canal+, il fallait prendre une carte TV que tu mettais sur ton ordi et que tu mettais un logiciel Faut aller dans le magasin, faut trouver le magasin, faut aller. Ouais. Fallait être putain. initié. T'as 11 ans. C'est vrai qu'à posteriori, oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre en fait. À 11 ans, tu vas manger. À 11 ans, fait, tu vas j'ai- acheter des bonbons. J'ai tu vas- vendu, ouais, mais je pense que j'ai vendu le concept à mon père, tu vois. J'étais là, genre, j'ai dit, écoute, ça c'était des francs en plus à l'époque. Ouais. Genre, écoute, pour genre 40 francs, peut-être je peux régler le problème de Canal Plus Forever, tu vois. Et elle me dit, allez, ok, vas-y, on y va. T'as pas de l'argent. Du coup, on va ensemble au truc, on achète ce qu'il faut, et puis voilà, quoi. Dans un magasin d'électronique avec Ouais, des... ouais. Il y a pas de client, il y a personne. En général, il y a un gars qui est là. Ouais, c'est ça, tout qui seul, est attend. là, ouais. Et qui Il peut vend dire- il vend des Péritel, mais aussi, voilà, si tu et qui voit demandes 10 mecs par jour. Si tu lui glisses un petit billet Il sur voit un le gamin de journal. 11 ans et tiens, vas-y, tu veux pirater. C'est vrai que peut-être c'était bizarre, mais ouais. Non, mais je sais pas. Franchement, c'est pas si. D'accord. Pour moi, c'est des recettes de cuisine en fait. À partir du moment où quelqu'un te dit sur Internet, enfin même encore aujourd'hui, quand je sais pas faire quelque chose,
sais, je Google, je peux passer une demi-après-midi à googler plein de trucs et au bout d'un moment, bah, je sais le faire, quoi. D'accord. Voilà, Et t'avais vu le film Weird Science, tout ça, tout ouais, ces trucs-là, trop là bien. Oui, je. On va pas Non, mais expliquer Mousse, parce que tu... j'ai pas créé Bah, là, tu vas une nous parler meuf. là, tu vas nous parler de Weird Science. Oui. C'est un film Weird Science, culte. c'était un film où c'était deux jeunes qui s'amusaient à créer genre la femme parfaite sur leur ordinateur. Ah. Et tu sais, il y a eu Code Lisa, la série. Mais c'est Code Lisa. C'est en issu fait. de ça, après. Et Enfin, alors, Code il y Lisa a eu est la issu de- foudre qui tombait sur leur PC. Oui, Ils ont créé forcément. du coup un Android. Voilà. Et donc, c'était un peu ton objectif un jour dans la vie de... Mais en vrai, c'est vrai que j'ai toujours aimé Weird Science. Ouais. Oui, moi, créer des choses et de chez soi. Ouais, je pense que putain, les gars, on fait vraiment des avancées sur ma côté psychanalyse. Hein. Créer des choses de chez soi en mode geek sans l'aide de personne, c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Frankenstein ça. Junior, tu l'as vu aussi? Ouais, Sliders, Ouais. tous les trucs où les gars, ils sont chez eux dans leur cave et ils créent des choses tout seuls. Moi, j'aime bien ça. Robocop, ça rentre là-dedans. Robocop, c'est la police qui le Ouais. fait. Ah, mais le fait de créer un robot comme ça, c'est Ouais, pas, non, ouais, j'aime bien. J'aime bien parce D'accord. qu'en fait, il y a le côté, j'ai besoin de personne d'autre et du coup, personne d'autre peut me dire de comment le faire ou ne pas le faire. Et du coup, tu peux plus t'exprimer toi-même, en fait. Ah, donc t'as jamais eu toi les problèmes pour regarder les trucs en streaming où t'as 40 fenêtres qui s'ouvrent les unes après Effectivement, ouais, non, j'ai toujours. Mais tu vois, c'est bizarre, mais j'ai toujours été beaucoup plus pour en fait, le piratage de la culture parce que ça m'a au contraire pas empêché de m'acheter, tu vois, une carte UGC illimitée et Oui. d'acheter énormément de Blu-ray et de DVD, des choses que j'avais considérées extrêmement bonnes, que j'aurais jamais achetées Oui. si on m'avait pas éveillé culturellement, en fait. le... Tu prends les échantillons qu'après tu... Exactement. Ouais. Sauf que tu vois, un gosse, je sais pas, qui a pas de thune et qui peut pas télécharger des trucs avec des DVD qui coûtent trop cher, il aura jamais accès à une culture. Et tu vois, toutes ces conneries à l'époque d'Adopi, etc., pour moi, ça a juste fait que tu mettais moins de culture dans les yeux des gens. Et justement, t'as déjà reçu un courrier d'Adopi? Ouais. J'en ai reçu un Ils te connaissent? ou deux, mais j'ai toujours réussi à... Oui. Non, mais tu que un ou deux, en vrai. Tu prends un VPN et c'est réglé, quoi. Oui, voilà. Ça Et, n'existait pas à l'époque, mais... Alors du coup, par rapport au stand-up, donc tu dis, t'as commencé à télécharger quand c'était en 500... Combien? Le débit, c'était quoi? Ouais, même on téléchargeait en 56K, mais 56K, c'était donc des ça chansons prend qu'on des jours. téléchargeait. Oui. Non, 512K, oui, tu téléchargeais des... Ouais, mais oui, ça prenait des jours. Ouais. En gros, tu te souviens du premier spectacle que t'as téléchargé pour regarder? Je pense que... Non, alors, premier spectacle, je pense que j'ai téléchargé, c'est celui de Seinfeld, du coup. Et ensuite, j'ai téléchargé des gens comme... des Kings of Comedy, tu sais, c'était des gens où il y avait Bernie Mac, Ouais, je Cédric the Entertainer, c'était réalisé par Spike Lee en plus. Et donc ensuite j'ai commencé à télécharger les specials de chacun de ces gens et ensuite à commencer à connaître petit à petit des gens américains et j'étais tout seul, tu vois, en fait je le montrais juste à mes potes, à mes parents, tu sais, en me disant genre vraiment regardez c'est trop drôle. Il y a même des gens que j'ai sous-titrés moi-même. Ouais, parce qu'il n'y avait pas les sous-titres. Ouais, parce que Ah Toi, ouais. si tu fais partie des gens qui... Ouais, c'est en VO. en fait, pour mes amis donc qui parlaient anglais, donc voilà, ma sœur aussi, mais par exemple, il y avait je me souviens d'un sketch de quelqu'un que je voulais absolument montrer à mes parents, donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi, sous-titre-le toi-même pour qu'ils puissent regarder ce sketch-là parce que c'était trop drôle, tu vois. T'es arrivé à trouver toutes les occurrences culturelles particulières, c'est-à-dire le C'est fait beaucoup que... de références. Parce que oui, il faut être américain. Quoi. Non, mais je veux dire, quand tu regardais déjà, tu captais les différences, Oui. les accents, quoi, un peu de... Ben en fait, ouais, les accents et puis les cultures. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais, quand tu ne fais que... et en fait, si tu analyses même la vie de quelqu'un aujourd'hui en France, tu regardes des séries américaines, tu regardes des films américains, ta culture, mine de rien, elle devient américaine, en fait. Ouais. Et donc, tu as beaucoup plus de références sur des choses qui ne sont pas censées te parler. Moi, c'est pas censé me parler que tu parles de Tom Brady, footballeur américain, etc. Sauf que quand tu le vois dans plusieurs films et dans plusieurs séries, ben, ça te parle et tu comprends la référence et tout ce qui est connoté par la référence, en fait. Donc tu as fait ta formation grâce au téléchargement, en fait. Absolument. Si Bah, t'avais c'est une bonne chose. un top 5 des meilleurs spectacles que tu as vus de cette époque-là, ou même depuis, tu mettrais quoi? À nous recommander. Franchement, bah déjà Kings of Comedy, trop bien. Le Seinfeld de l'époque, c'était celui devant le rideau rouge. Je sais pas, I'm telling you for the last time. Non, avant ça, je crois. Qui commence par l'enterrement ou... Ouais, celui qui commence par ouais. l'enterrement. Ouais. D'accord. Ensuite quoi? Il y avait Chris Rock, celui où il parle des
des balles à $5,000. Ça vous dit un truc, putain, ça pour Ça, moi. c'est années 90. Ouais, ça c'est années 90, ouais. Mais pour moi, ça, typiquement, enfin, pour vous expliquer la blague de Chris Rock, c'est qu'il disait genre, enfin, il parlait de gun control, c'est-à-dire contrôle des armes aux États-Unis, qui disait c'est pas les armes qu'on doit contrôler, c'est les munitions. Parce que si on mettait une balle à $5,000, ça changerait totalement la donne. Tu réfléchis Et que avant de si tirer, quoi. exactement, tu réfléchis avant de tirer, que t'es là, tu dis, toi, mec, je vais économiser, je vais prendre un meilleur job et je vais te buter. Et c'est, pour moi, ça devrait résumer le stand-up. C'est-à-dire vraiment, tu penses à un truc différemment. Farfelu. Et ouais, un peu farfelu, mais en même temps, qui est cohérent. qui résout Ouais. le problème soi-disant sociétal, mais tu les tires et tu l'expliques. Et pour moi, c'est du génie, quoi. Et à ce moment-là, quand tu vois tous ces spectacles, tu commences à griffonner des trucs sur un bout de papier pour dire je vais faire stand-upper ou c'est vraiment venu plus tard? Non, pas du tout, c'est vraiment venu plus tard. Elle arrive quand la première scène? Première scène, elle arrive du coup en 2000... ouais, du coup, c'est 6 ans, ouais. 2016. Le 31 mars 2016. 31 mars 2016. Vous faisiez quoi le 31 mars 2016? Oui, exact, au monsieur soir. Areski Sugar J'ai des preuves, j'étais là. Et en fait, j'avais envoyé un message au Comptoir du Rire à une scène qui était co-créée par Haroun et Frédéric Dezotti. Et je crois que j'avais envoyé le message en fin 2015. Je m'étais dit, allez, c'est quoi? Je sais pas pourquoi, mais je le fais en fait. Je vais faire du stand-up. Et ils m'ont fixé la date. Et en ayant fixé la date, du coup, j'étais obligé de venir avec 5 minutes ou même un peu plus d'ailleurs de blagues. Tu te souviens de quoi t'avais parlé? Ouais, j'ai parlé de mon prénom et de l'injustice que c'était d'avoir un prénom original et inédit. Parce que tu devais être genre un historien de ton prénom, parce que personne pose la question à un Pierre de d'où ça vient Pierre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et du coup, j'avais ça, et j'avais une vanne aussi sur genre un régime, de dire qu'il fallait jamais dire à tes potes que tu commençais à faire attention à ci ou à ça pour manger, parce que tout le monde allait vouloir mettre son avis sur les trucs, tu vois. Bah voilà. Tu l'avais essayé avant auprès de... Non, j'ai dit à personne en fait Personne. que j'allais faire ma première scène. Et il se trouve que j'ai rencontré un pote en y allant et que ce pote m'a filmé quand j'étais là-bas, mais je l'avais dit à personne que j'allais. T'as encore la vidéo? J'ai encore la vidéo qui est en privé que vous n'aurez jamais. Mais franchement, ça s'est bien passé. C'était pas Bah, du on tout. l'a récupéré, c'est pas Jojo. Tu filmes souvent tes prestats? J'essaye de filmer. Je m'enregistre. En tout cas en audio systématiquement, mais là j'essaie de vraiment filmer un maximum parce que pour les réseaux sociaux c'est toujours intéressant d'avoir des choses à mettre, et parce que moi-même en tant que spectateur, quand je vais sur l'Instagram d'un comique et que j'ai 0 minute de leur stand-up, j'ai envie de les gifler. Ouais, mais justement, parce qu'il y a des stand-uppers qui considèrent qu'on ne devrait pas partager sur les réseaux les passages et que faut laisser le premium au public. Alors, oui, je suis d'accord. Mais moi, ce que je publie, du coup, c'est pas du tout mon premium, c'est pas du tout des trucs Oui. de mon spectacle. Oui. Donc je me dis, il y a moyen quand même que t'écrives un peu des vannes un peu qui vont être périmées vite. En actu, par exemple. Ouais, en actu, ou même, ok, il y a des choses qui seront quand même dans ton spectacle, mais tu vois, si c'est 2-3 minutes, tu mets pas ton heure Ouais. de spectacle en bout. Oui, Et puis même en vrai, si tu le fais, tu sais, le public, il va pas, enfin, à moins d'être ultra fan de toi, et ça veut dire de regarder toutes tes vidéos et ensuite de venir voir ton spectacle pour dire ah mais j'avais tout vu dans tes vidéos, ouais mais trop tard, t'as acheté ma place. Donc Oui. Et puis toi, en tant que téléchargeur, tu pourrais pas dire. t'aimes pas faire ça. C'est Oui. le comble. Mais j'aime bien en tout cas me dire bon, vous savez à peu près l'humour, en tout cas la personnalité que j'ai sur scène. Si ça vous donne envie, venez me voir sur scène. Alors, t'as commencé à écrire les premières vannes, du coup, après, pendant pendant ta carrière de dentiste. Ouais, Entre deux rendez-vous, c'est ça? ouais. Alors, justement, c'est quoi ta routine d'écriture? Est-ce qu'elle a évolué? C'est quoi la méthode Très la plus efficiente que t'as trouvée? très chaotique parce que au début c'était très simple, c'était on jouait alors plus rarement qu'une fois par semaine à mes tout débuts à Toulouse. Ouais. Et puis après, quand on a créé notre propre scène, c'était quand même une fois par semaine, mais comme on avait un public d'habitués, en fait on changeait. C'est-à-dire que moi vraiment toutes mes 10 premières scènes, c'était quasiment 10 textes différents, donc c'était vraiment à chaque fois 10 minutes différentes. C'est pour ça que mon premier spectacle, au bout d'1 an et demi, j'ai un peu pu le faire parce que j'avais... Après attention, est-ce que c'était au niveau des blagues de maintenant? Non, forcément. Mais c'était quand même des choses
Enfin, il y avait beaucoup de trucs différents en tout cas à dire. Donc c'était tout simplement motivé par la scène prochaine. La scène prochaine arrive mercredi prochain, donc j'écris pour la scène prochaine. Donc là, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y. On parle de scène, là on est sur la scène du Panama Café. Ouais. C'est un comedy club à Paris, je pense que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça t'évoque là, les murs? Ce que tu vois là, c'est quoi pour toi? Pour moi, alors bizarrement, ma première scène, c'est en anglais ici. Du coup, ça m'évoque beaucoup avec ça. Robert Wayne. Yes, avec Robert Bonjour, Hain. Robert Hain. Bonjour, Qui est dans salut, l'émission si tu m'écoutes. actuellement. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'ai jamais, tu vois, tu parlais du labo tout à l'heure et tout ça, j'ai jamais commencé par le labo. Du coup, moi, quand je suis arrivé à Paris, je jouais ici en anglais, mais ailleurs sur des plateaux. Et il se trouve que juste une fois, c'est Kader Aoun qui aime bien regarder l'humour en anglais aussi, et qui m'a vu jouer en anglais, m'a dit tu joues en français aussi? Vas-y, joue immédiatement en français. Et du coup, Comment tu l'as prise ça, cette remarque de Kader? C'était très cool. Enfin, c'était un peu un piège parce qu'une fois j'étais arrivé. Comment ça s'est passé pour la première fois? Il m'avait vu quelques fois jouer en anglais. Ouais. Je suis arrivé en haut un peu plus tôt que la scène en anglais. Et il était avec Mathieu Madénian. Il se retourne vers moi. Il me dit Aski, tu joues en français aussi? Je lui dis ouais. Tu veux jouer là, maintenant? Et je lui dis ouais. et du coup, je descends directement. Madénian passe avant moi et c'est Madénian qui me donne le truc. Donc je suis là genre ok, la pression, c'est moi qui close le truc en plus, donc si je me chie, je bide, c'est terminé pour moi, tu vois. Et en fait non, juste ça s'est bien passé, donc à partir de là... Il y avait du monde dans la salle, c'était un soir. Oui, c'était pendant le soir. C'était un soir, oui, c'était un truc de 20h30 je crois, vu que la séance d'après c'était 21h45 pour l'anglais. Et bon, heureusement ça s'est bien passé, donc voilà, du coup j'ai eu des dates en français. Donc moi, ce que ça m'évoque au début ici, c'est l'anglais, mais aussi beaucoup de moments bien passés à faire à vraiment, je trouve, trouver les meilleures vannes pour pas mal de mes sketchs. Parce que je sais pas pourquoi, c'est au Paname qu'il y a eu des espèces de fulgurances où tu fais un truc et tu trouves le truc en plus. En live, ça? Ouais, en live, un truc parce que, je sais pas, parce que c'est blindé, parce que l'ambiance est bonne et tout, et t'es là, tu fais genre, tu trouves une vanne en plus, ou tu vois, sur des trucs d'actualité aussi, où tu sors des trucs et tu te dis, putain, mais ça, je peux le garder pour le spectacle, en fait, c'est bien aussi. C'est qu'en fait, ça sort d'un coup, quoi. C'était prêt, mais ça sort à son moment. Ouais. D'accord. C'est un peu ça, et c'est le fait de pouvoir jouer l'émulation, plusieurs fois, tranquillement. Le côté émulation, compétition, un peu de... Quand tu compètes, c'est plutôt... Non, mais je vois ce que tu dis. Challenge, quoi. Ouais, peut-être que le challenge, c'est bien. Parce que c'est bien de te dire, tu sais, moi, je refuse jamais de passer derrière des gros tueurs. Et même, tu sais quoi, je préfère voir, genre, si je vois Ahmed Sparrow ou Redouane Boukrama, tu sais, et... Des gens qui crament Et tout ça, ouais. Et dire, non, en fait, je passe après. Et je vais faire rire quand même tout le monde. Et ça, c'est cool, en fait, parce que tu te dis, tu te mets la pression quand même pour toi à pas faire, tu sais, non, mais c'est pas exactement mon public, c'est pas exactement... Ouais. Non, en fait, si t'es là, tu dois faire rire et c'est tout, quoi. Si t'es bon, il y a pas de... Ouais. Et du coup, tu disais que t'écris tes blagues en anglais et en français. Ouais. Est-ce que les thèmes, ils sont similaires ou c'est des choses complètement différentes que t'abordes dans chacune des langues? Il y a des thèmes similaires, mais je sais que il y a un peu de l'humour de geek et tout, dans lequel je vais peut-être plus facilement en anglais. Mm-hmm. Et j'essaie de me détendre à le faire aussi en français. Pourquoi je me détends pas, je sais pas, parce que j'ai l'impression que le public en français, il s'attend quand même à un certain... c'est pas le même public, en fait. Ouais. Il s'attend à un certain petit formatage d'un truc, genre... non, attends, tu peux pas nous parler et de racisme et des X-Men, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus fluide en anglais. Et donc... mais j'essaie de... Peut-être parce que aussi, c'est con, hein, mais il y a peut-être un peu moins d'enjeux en anglais, du coup c'est beaucoup plus libre, mais tu peux être plus drôle, et donc j'essaie d'améliorer ça aussi. Hein, et je veux savoir aussi ton avis sur l'évolution de la scène stand-up en France, parce que t'as connu les débuts, enfin pas en tant qu'acteur, mais au moins en tant que spectateur. Ouais. Alors ton avis général sur comment ça a évolué ces dernières années. Je voudrais rajouter derrière, en plus, toi par rapport à ça.
Comment tu vois ça et comment toi tu te situes par rapport à ça? Je pense que j'ai beaucoup appris de la scène de stand-up, surtout en étant à Paris, parce que c'est là où c'est le plus professionnel et professionnalisant, etc. Donc en vrai, même la vie que je pouvais avoir quand j'étais à Toulouse, donc il y a 3 ans, ça ne contient pas tout. Mon avis, en fait, je trouve que il manque les vieux. C'est tout. Mais c'est normal, les vieux vont arriver en vieillissant. Ouais. Comme aux USA, il y a. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un petit côté où j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que vraiment, je ne peux que révérer l'attitude de Gad Elmaleh de parfois passer ici ou partout sur les scènes pour dire en fait, oui, il n'y a qu'une seule manière d'améliorer ses blagues, c'est en les faisant devant tous les soirs dans un comedy club pour préparer un spectacle. Et du coup, ouais, il manque un petit peu, tu vois, tous les Louis C.K. et tout ça avec lesquels les jeunes là-bas, peut-être aux États-Unis, peuvent cohabiter avant aussi de devenir des tueurs, etc. Pourtant, on en a des anciens. Ouais, mais ils sont dans le one man show, c'est ça aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, aussi, c'est ça le problème, en fait, en France, c'est très lié au système de théâtre. Ouais. Tu ne peux pas vraiment jouer, il n'y a pas de comedy club où tu joues ton spectacle. Et aux États-Unis, tu peux faire des tournées que de comedy club en jouant ton spectacle. Et en France, c'est pas pareil. En France, c'est une fois que tu as créé ton spectacle sur ton point doc, tu fais un espèce de deal avec un théâtre et ensuite tu rentres dans un truc très classique. C'est-à-dire que c'est vraiment pareil que tu aies une troupe pour faire du Shakespeare ou que tu sois stand-upper. C'est les mêmes contrats et tu dois faire la même chose et ça se prête pas forcément à ça. Voilà. Et du coup, je pense qu'il y a il y a toujours une incompréhension des gens qui détiennent le pouvoir, que ce soit en termes de lieu, mais aussi en termes de médias, où je crois que le stand-up est pas encore compris totalement. Je pense que c'est encore un art underground. Pas underground. Méprisé. Pas underground, mais je crois qu'il n'y a pas ça. Méprisé. C'est-à-dire méprisé par les grands médias. Méprisé par certains, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas normal que Libé, les Inrocks, que tous ces grands médias qui sont là depuis longtemps, Le Monde, Figaro, ils devraient avoir des rubriques stand-up. Oui, non, mais méprisé, c'est sûr. Mais tu sais, comme des trucs comme la BD est toujours méprisée encore aujourd'hui, même après, tu vois, des milliers d'années de gars où il y a des films qui sont tirés de ces romans graphiques. Tu vois, même, ils ont été obligés de créer le mot roman graphique. Et c'est pareil, pour les stand-uppers, il y a un petit peu ce côté genre, sur Billet-Duc, mais one man show, mais pas stand-up. Parce que, tu vois, et il y a toujours ce truc de, non, en fait, vous avez le droit de faire du stand-up et donc voilà, ça mérite du coup un petit coup de pouce de je sais pas qui, donc qui va se décider, comme tu dis, peut-être d'un grand journal ou d'un truc comme ça, qui va dire c'est un art à part entière, que ce soit du coup d'un média ou d'un propriétaire, j'en sais rien, de théâtre qui va dire chez nous, il y a que des gens qui font du stand-up et je vais attirer tous les gens qui font du stand-up francophone chez moi parce que les deals seront bons à faire ici. Et voilà. Je pense que c'est un petit peu... Toi, tu te situes comment donc, par rapport à cet environnement-là qui se met en place? Il y a des changements quand même. Il y a des comedy clubs qui s'ouvrent un peu en province. Est-ce que toi, tu vois ça de quel œil? Yes. Moi, je suis très heureux en fait. Moi, plus il y a de monde, mieux c'est. Dans le sens où... Le gâteau grossit. En fait, ça habitue le public à du stand-up. Et en fait, je pense que c'est le truc principal et l'atout principal qu'un stand-upper, c'est son avantage principal, c'est que quand il arrive sur scène, le public sache déjà ce que c'est le stand-up. Parce qu'en vrai, tu sais, t'arrives sur plein de scènes parfois et tu passes après un gars qui est habillé en fantôme ou quoi... Et t'es là, tu fais genre, non seulement je dois vous vendre mes vannes, mais je dois vous vendre le concept de stand-up, en fait. Et donc, non, en fait, laissez-moi juste vous vendre mes vannes. Et donc, c'est bien qu'il y ait des stand-up, des comedy clubs, etc., qui se créent partout. Donc, Pas des gens qui font de la magie. Mais, et en vrai... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste que si le public est juste, c'est... ce que c'est le stand-up et il peut s'adapter tout de suite au code et il peut dire oui, dis-moi ce que tu as envie de dire, même si je passe après quelqu'un qui fait de la magie, je m'en fous, mais que le public, parce que le public français il aime bien, genre tu sais quand il s'assoit il dit je veux avoir
qu'un seul truc ce soir. Et il faut me dire dès le début ce que c'est. Et si tu fais les 3 coups, je sais que ce sera une pièce de théâtre. Ouais. Et je veux pas m'attendre à ce que tu me parles. À un moment, tu me parles et après tu fais un act-out et tu fais comme si c'était un personnage. C'est très bizarre. C'est très dérangeant. Non. En fait, c'est comme ça que ça se passe le stand-up. Détendez-vous. On va passer un bon moment. Mais moi, chez les jeunes, actuellement, il y a quand même une génération qui se met en place de nouveaux viewers. Une nouvelle vague. Qui connaissent les codes. Ouais. Mais c'est pas eux qui ont de la thune pour prendre des places. Bientôt, ils en auront. C'est-à-dire, eux, ils fabriquent le futur bien sûr. exigeant. Ouais, mais moi, là, j'ai une salle à remplir tous les jeudis à la petite loge. Alors, justement. Donc, pas dans 10 ans, quand les gars, ils auront... Donc, comment se passe ton spectacle, alors? Vas-y, explique-nous. Écoutez, non, ça se passe très bien. C'est une très bonne salle, la petite loge, pour commencer. Ouais. Pour Paris, parce que c'est vrai que moi, j'ai zéro réseau à Paris. Donc, c'est pas comme si je pouvais commencer par, les amis, puis les amis d'amis, tu vois, c'est un truc que j'ai pu faire pour mon premier spectacle à Toulouse. Mais ici, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Les gens qui viennent me voir, c'est soit des gens qui m'ont vu justement sur les plateaux, Paname, ou alors dans les podcasts ou des choses comme ça. Donc c'est bien et franchement ça se passe bien. Et à la petite loge, c'est vraiment une ambiance très cool. Et ouais, je suis assez content de pouvoir passer 1 heure, d'avoir un peu un chez moi où je suis pas obligé de passer le micro à quelqu'un d'autre au bout de 10 minutes. C'est non, je garde le micro, les gars. et on va parler de tous les... Et on échange. Ouais, voilà. On peut rentrer dans ton univers. Ouais, exactement. Alors, tu as aussi les 2 podcasts que tu fais. Et juste une question par rapport au podcast, parce qu'en France, nous, on en fait, mais toi, t'en fais plusieurs. T'es un bon podcasteur. Est-ce que c'est un genre qui va bien se développer en France, tu penses, ou on est trop en retard par rapport aux États-Unis? Le problème du retard par rapport aux États-Unis, c'est que ça pourrait ne pas être grave. C'est-à-dire que c'est comme pour tous les films ou les trucs comme ça. Tu te dis, on commence à faire telle chose. On pourrait juste se dire, c'est un décalage de 5 ans et c'est pas grave. Le problème en France, c'est que le monde du podcast a été très vite pris en otage par les radios. C'est-à-dire, si tu vois là le top 10 des podcasts écoutés en France, c'est que des trucs France Inter, etc. Si tu vois le top 10 des podcasts écoutés aux États-Unis, il y a des choses maintenant de, j'en sais rien, CNN, mais il y a aussi des choses d'indépendants, de gens qui ont créé leur podcast et qui ont réussi à accumuler des millions de personnes de ça, parce que c'était ça l'intéressant dans le podcast, c'était qu'on en revient au truc de tu peux le faire dans ta cave. Un lambda peut avoir une voix intéressante à porter au reste du monde avec le prix d'un micro USB et d'un ordinateur. Et du coup, c'était un peu un contre-pouvoir face aux médias mainstream. Le problème, c'est que maintenant, si les médias mainstream, avec leur thunes et leur super micro, tout ça, ils investissent, prennent, exactement. Donc, du coup, tout de suite, c'est eux le top 10. Du coup, les auditeurs français n'ont malheureusement jamais eu la chance d'écouter des podcasts indépendants sans qu'ils aient pu être adoubés par des médias. Genre sans avoir eu un petit papier sur Le Parisien, Télérama pour dire écoutez ce podcast. Et du coup, ça reste quand même des médias mainstream. Donc tout ce qui s'est passé aux États-Unis, d'avoir des gens comme Marc Maron qui commencent effectivement dans son garage et qui finissent par avoir Barack Obama chez lui, il a etc. combien de numéros là, Marc Maron? 800, 900? Ouais. Et tu vois, et Joe Rogan, pareil, ils sont dans les 1500 ou des trucs. Et c'est intéressant pour moi d'avoir des gens qui pensent différemment. Et là, aujourd'hui, quand moi j'écoute des podcasts audio, c'est très TPE, c'est très scolaire, c'est très genre, voilà ce qu'il faut penser de ça. Et donc, c'est pas moi ce que je recherche dans le podcast. Sur les podcasts, t'écoutais des trucs comme Roche Limbaud faisait, tu sais, des gars d'un peu extrémistes, mais dans le style, c'est-à-dire comment t'arrives à accaparer l'oreille d'une personne c'est toujours très intéressant d'écouter les gens d'extrême droite parce que leur façon de, justement, comme tu dis, de capter l'intention des gens, etc., ça peut t'apprendre beaucoup. C'est-à-dire espèce d'audace, quoi. Un truc genre, la musicalité de ce qu'ils ont, de leurs paroles, de comment ils te tiennent sur un propos, etc. Bon, après, attention, il y a des gens il n'y a pas besoin de tuer des Mexicains au Texas pour parler comme ça. Mais non, je vois Roche Lima, pour le coup, en plus, c'était un ancien Roche gars de Lima, la c'est comme si radio. t'avais Eric Zemmour qui faisait des podcasts, qui balançait sur tout le monde. Mais oui, après, tu vois, c'est assez fou d'avoir des gens qui peuvent juste parler, pendant 1 heure, 2 heures d'affilée, et que ce soit très divertissant. Il y a des gens, moi je recommande tout le temps ça, mais c'est parce que c'est vraiment mon humour, et c'est un peu ce que
bizarrement, j'essaie de faire, moi aussi dans mon podcast, quand je fais des épisodes tout seul, il y a Tim Dillon qui a un podcast où c'est un gars, voilà, qui est un peu over the top, qui parle tout seul avec son producteur. Et moi, j'adore faire ça aussi. J'adore parfois avoir un pote avec moi et me lâcher à un moment et me dire non, moi, écoutez. Ouais, c'est comme si que c'est avant l'émission, quoi. Exactement. C'est un peu le off-air et tu dis, mais en fait, non. C'est ça qu'on enregistre parce qu'il y en a marre d'avoir une parole très diluée. Attention, on va passer sur, justement, Radio France, etc. Non, c'est cool de se dire, tout le monde rigole, tout le monde veut le bien de tout le monde, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui se met en colère un peu parfois. D'accord. Et t'as des projets en cours que tu peux nous dévoiler? Écoute, là, je bosse sur une émission sur Twitch. Je bosse sur des chroniques. Non, je bosse sur. T'as envoyé un scud tout à l'heure. Je sais pas si on va le garder. Mais engagez-moi, les gars, France Inter. J'ai plein de chroniques à faire. Parce que là, ils recrutent beaucoup quand même. Fais gaffe. Là, sur des chroniques pour des médias aussi. Et ouais, bon, après, ça, je sais pas à quoi ça sert de vous dire ça, mais je bosse sur un truc avec un pote scénariste sur un scénar. Donc voilà, c'est. Pour un film? Pour un film ou une mini-série, on va voir la forme qu'on peut lui donner en fait. Bah super, j'espère que ça va cartonner. Alors juste avant de terminer, il y a Marion qui nous avait préparé une petite interview qu'elle voulait te faire. Yes. Donc elle va te cuisiner à feu doux. Vas-y Marion. C'est une petite association d'idées. Yes. Du coup, je te dis un mot et tu dis la première chose qui te passe par la tête. Ok. Voilà. Comme à la fac. Ouais. Donc je vais dire Zemmour à chaque fois. Pour régler les trop. Ce que tu veux, pas de pression. Alors, Star Wars. Enfance. Montessori. Poule. Non, mais je dis poule parce que c'était ma vanne sur le fait que les écoles Montessori, tu sais pas vraiment ce qu'ils font et tu sais, ils sont en communion avec la nature et t'as l'impression que c'était juste des enfants qui vivent en osmose avec des poules et donc. Leonardo. Ma tortue s'appelait Leonardo, voilà. Bande dessinée. J'ai envie de dire Preacher, je sais pas pourquoi, mais c'est une BD un comics que j'adore et en fait je l'adore tellement ce comics que j'ai pas lu les 2 derniers tomes. Genre je me suis dit garde-les toi pour je sais pas mon lit de mort I guess, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais je l'adore tellement, je me suis dit tu sais quoi, lis tout et les 2 derniers tomes je sais pas, garde-les toi pour un autre moment. C'est très bizarre mais voilà. Peut-être que t'as pas envie que ça se termine. C'est exactement pour ça, ouais. Comme ça, je me dis, j'ai toujours ça à lire, ouais. Étiquette, ouais, c'est un truc, la haine de l'étiquette. Je déteste ça. J'aime pas qu'on puisse dire de quelqu'un trop facilement qu'il est ou qu'elle est ça ou ça. J'ai envie de dire, écoute, assieds-toi juste, au moins assieds-toi 10 minutes. Même si c'est pas assez pour comprendre quelqu'un, au moins assieds-toi 10 minutes pour avoir quelques facettes différentes de cette personne. Bobo. Ouais, ça c'est ce que je suis en fait. J'essaie de me dire que non, mais en vrai quand je vais directement au rayon bio et tout, parce que dans ma tête je me dis tiens c'est ça qui va me sauver la vie et qui va me rajouter 1 an d'espérance de vie. Voilà. En plus t'as fait médecine donc tu connais bien les produits. Exactement. Tu sais quand bien c'est sûr. pas bien. Demandez-moi quelle tomate acheter. Alain Chabat. Franchement, alors, Alain Chabat, un mot que je pourrais dire, je sais pas, mon but presque. C'est ton modèle absolu, Alain Chabat? C'est pas mon modèle absolu, mais en fait, bizarrement, j'ai toujours adoré Alain Chabat, que ce soit vers les nuls, que ce soit en réalisateur, que ce soit juste son humour, que ce soit le fait que, malgré le fait qu'il soit une star, ce soit un gars qui regardait et qui regarde, j'imagine encore, beaucoup de trucs un peu underground, d'humour américain ou français. Et on m'a dit que en fait, vu qu'il y avait des gens qui m'ont dit que genre je ressemblais à cause des cheveux et tout, je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est marrant. Donc ça me va bien qu'on me dise ça, ouais. Un modèle. Ouais, en fait ouais, j'avoue que commencer ma carrière dans l'humour et toujours jamais lâcher l'humour mais faire du cinéma, ouais, franchement Dupontel un peu, non? Dupontel, un peu aussi, ouais. Il a fait médecine aussi. Ouais. Et j'adore ce qu'ils font, en fait. Et j'adore vraiment comment ils racontent des histoires au cinéma et le fait que tous, ils soient quand même très forts en humour aussi sur scène, tu vois. Patreon, bah ouais, je dirais Révolution. Je dirais Révolution parce que c'est vraiment un truc qui permet
qui permettrait peut-être de s'affranchir de toute la production classique des choses. Et donc j'ai un Patreon, moi c'est pour mon podcast, mais aussi pour d'autres choses, où il y a des gens qui me donnent directement un petit peu d'argent par mois. Et d'ailleurs je vais tout mettre à 2 €, donc voilà, mais qui vont accéder à des épisodes bonus, à des sketchs bonus et des choses comme ça. Et je trouve que c'est cool de pouvoir revenir à un truc vraiment que entre citoyens, quoi. Horizontal. Si j'aime bien un gars, je lui donne 2 € par mois et en fait ça contribue à son essor sans passer par le fait que tu vois tout ce qu'on disait de devoir attendre que quelqu'un sur Libération se les dise intermédiaires, voilà, exactement. Et Et surtout aussi, ça révèle un peu d'un côté de pensée critique, c'est-à-dire que si quelqu'un te voit et te dit écoute, je t'aime bien assez et j'aime bien ton délire pour ce que je fais d'ailleurs, parce que je contribue également à des Patreons d'artistes que j'aime bien. Et je trouve que c'est tellement plus révélateur de comment tout le monde pense, en fait, et de se dire je suis d'accord avec ça et j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre d'extérieur me dise qui aimer, quoi. C'était Paul Taylor dans un podcast qui disait qu'il faisait des lives aussi via Patreon. C'est quelque chose que tu fais aussi? Où il y a plusieurs personnes? Il y a en fait, tous mes épisodes de podcast, je les enregistre en live maintenant sur, par exemple, Twitch. Mais les épisodes bonus, je fais des lives que pour les gens qui me suivent sur Patreon. Alors, c'est pas beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir. Vous aurez accès à toutes les archives du meilleur podcast, qui est un autre podcast que j'avais fait avant, etc. Mais au moins, tu vois, ça crée une connexion sympa avec des gens qui aiment ton humour, en fait. Et même, ça te fabrique en tant qu'humoriste. C'est-à-dire que pour toi, c'est comme travailler à la salle, quoi. Exactement, ouais. C'est-à-dire que, tu peux... Tu développes, quoi. Ouais, c'est un peu l'équivalent, comme d'un comedy club pour le podcast ou pour autre chose. Donc, ça peut être cool. Et pour finir, Pitch Club? Pitch Club, bon moment, hein. Franchement, j'étais très heureux de passer De toute façon, j'adore parler de moi-même. Merci en tout cas, merci pour ta Merci. venue. Donc on rappelle tes actualités. Donc tu as ton dernier podcast avant la fin du monde avec Kenny Vago. Ouais, et Sugar Free. Et Sugar Free où tu es en solo, Yes. on peut retrouver les épisodes. Et tu as aussi ton spectacle à la Petite Loge, Presque Humain, qu'on peut retrouver jusqu'à fin mai. Jeudi soir à 21h30 jusqu'à même fin juin. Ah, jusqu'à fin juin. Ouais. Allez-y jusqu'à fin juin. Et vous passerez un très bon moment. Et Réservé parce que c'est petit. Oui, c'est vrai que c'est une salle qui se remplit très vite. Ouais. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Au revoir. Salut. Bisous. Le Pitch Club.